Allô Internet, un petit mot avant de commencer la vidéo. C'est pour t'informer que notre masterclass jeu de rôle, celui qu'on a créé sur Kickstarter avec Itugame, est maintenant disponible au public! Oui, fait que sur notre boutique itch.io, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour te lancer toi aussi dans ce cours en format vidéo. 12 vidéos qui font des analyses de parties, qui décortiquent ma vision du mouvement dramatique, du rôle du maître de jeu, et ça vient en plus avec une aventure de ma création qui s'appelle Gobelins et compagnie, qui est superbement illustrée par Jérôme Miro. C'est vraiment un truc de fou. On est tellement fiers de pouvoir le rendre disponible à vous tous. Allez dans le lien dans la description et on continue avec la vidéo. Alors oui, Internet, c'est tout un mandat qu'on attaque aujourd'hui. On va essayer de faire le top 10 des meilleures aventures publiées pour Donjons et Dragons de tous les temps. Donc, vont se côtoyer ici des classiques, des nouveautés, toutes sortes d'aventures que vous pourrez utiliser pour faire vivre des grands moments, des scènes épiques à votre groupe de joueurs. Fait que ces 10 hits, ils sont pas tous disponibles en français. Il va falloir parfois faire un petit peu de recherche sur Drive-Thru RPG pour trouver ces vieux titres-là. Mais vous pouvez parfois les trouver à 3 piastres US. Vous pouvez trouver les PDF facilement en ligne aussi. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine pour plusieurs de ces titres-là. Alors, quelles sont les meilleures aventures de tous les temps? Découvrons-le. Là, en 10e place, on a Sinister Secret of Salt March. Fait que c'est vraiment une aventure qui est parfaite pour une première expérience Donjon Dragon. Moi, pour vrai, je pense que ça, c'est un peu une quintessence aussi de ce que c'est Donjon Dragon. Des mystères à la Scooby-Doo, une île mystérieuse, des petits truands, des bandits qu'on va pouvoir massacrer et voler leurs trucs. Donc, en gros, ce qui arrive, c'est qu'il y a une maison hantée à quelque part près de la ville maritime de Saltmarsh. Et le groupe, pour une raison ou pour une autre, se retrouve à enquêter sur cette maison hantée-là. Et en enquêtant, ils vont découvrir que le mystère est peut-être pas aussi surnaturel qu'il n'y paraît. Et il y a vraiment un retournement très tôt dans l'aventure où on découvre que finalement c'est une aventure de pirates et que la maison hantée est un repère de contrebandiers. Donc oui, un petit mystère à la Scooby-Doo, mais surtout une super occasion ici dans cette aventure-là de je sais pas, acquérir un bateau peut-être. Il va falloir être très malin, mais c'est aussi moi ce que j'aime de cette aventure-là, c'est que c'est pas le dungeon crawl classique où on va aller de pièce en pièce pour tuer des monstres. Non, au contraire, même on peut vraiment se la jouer commando pour vraiment essayer d'infiltrer la place. On peut mentir, on peut essayer de se faire enrôler par les pirates, on peut embarquer dans le bateau pendant la nuit. Il y a 1000 choses à faire. Elle a été adaptée pour la 5e édition dans le tome Ghost of Saltmarsh, qui est une série d'aventures à thème nautique pour la 5e. Donc c'est assez facile en ce moment de la retrouver, mais l'aventure classique originale a quand même des super belles cartes, puis un truc un peu rétro, puis elle est disponible toujours en ligne. 9e place, on a la Cité de la Reine Araignée. C'est une aventure quand même à grand déploiement pour la 3e édition du jeu. Et c'est une aventure de Drow. Fait que c'est une aventure dans laquelle on va s'aventurer dans l'ombre terre des royaumes oubliés. À cette époque-là, avoir un livre comme ça, avec des cartes en couleur, des illustrations, justement, ça stimulait tellement mon imaginaire et ça m'a effectivement donné le goût de lire tous les romans sur les elfes noirs qu'avait publié R.A. Salvatore. L'idée ici, c'est qu'on est dans les Vaux, donc les Dales, et il y a des attaques qui ont été faites de créatures des profondeurs sur le village. Et on est engagé pour un peu enquêter, voir d'où ça vient ces attaques-là. Et on va mettre le doigt dans un engrenage et on va découvrir qu'il y a une guerre civile dans une cité souterraine d'elfes noirs. Lolth, la déesse des elfes noirs, ne répondait plus. Et c'était la déesse principale. Donc elle ne donnait plus de pouvoir à ses prêtresses. Et ce qui fait que Kiaran Sally, qui est la déesse, une autre déesse du panthéon Drow, a pris sa place, même si l'aventure est assez linéaire. Puis on nous amène graduellement vers la ville principale des Drow, où on va devoir affronter la grande prêtresse de Kiaran Sally. Il y a tout un lot de possibilités pour s'impliquer politiquement dans le conflit des elfes noirs. Donc
Il y a plein de créatures qui vivent dans l'ombre terre, que ce soit des troglodytes, des Kuo-toa, des géants. Puis, on n'était pas des joueurs très sophistiqués à l'époque où je l'ai roulé, mais malgré tout, on voyait déjà le potentiel de « Hey, attends, on pourrait-tu vraiment lever une armée pour attaquer la ville puis reprendre la cité aux mains des elfes noirs? » Puis ça a été vraiment toute une expérience. En 8e place, on a une aventure, si je ne me trompe pas, en grande partie écrite par Monty Cook, c'est Dead Gods! Donc c'est une aventure pour la 2e édition du jeu qui a été créée dans l'univers de Planescape. Donc Planescape, c'est des aventures où on va traverser le multivers avec des portails. Donc on va aller de monde en monde, découvrir des endroits qui sont bien au-delà du monde matériel. De toute la saveur un peu loufoque de Planescape, un peu poétique, philosophique. Moi, c'est ce que j'aime de la proposition de Planescape. La prémisse de départ, c'est que les aventuriers doivent retrouver une baguette magique qui vole la beauté des gens et des choses. Donc, ils doivent retrouver cette baguette-là et dans leur course effrénée, ben, ils vont aussi découvrir un monde où est-ce qu'il y a un château qui marche sur pattes, il y a un dieu écureuil, il y a Orcus qui est là, puis graduellement, on va apprendre à voir comment Orcus a laissé des traces de son passage dans différentes parties du multivers. Il y a même une partie de l'aventure où on va voyager dans le temps et on va s'incarner dans d'autres personnages d'une autre époque. Et là, il faut créer des nouveaux personnages pour un one-shot spécial. C'est vraiment particulier. J'aime beaucoup le visuel de Planescape. J'aime beaucoup le ton un peu drôle qui porte à la réflexion et où tout ne se résout pas non plus par le combat. Bon, ensuite, en 7e place, on retourne avec un classique de la première édition. Je pense que c'est probablement genre le template, le modèle par excellence, si vous voulez, une aventure classique de Donjon Dragon. C'est Against the Cult of the Reptile Gods. Donc, c'est l'histoire d'un petit village dans lequel les joueurs vont entrer. Peut-être parce qu'ils ont de la famille ou peut-être qu'ils sont simplement de passage. Et ils vont découvrir qu'à l'intérieur de ce petit village classique, il y a un complot. Bien sûr, la force ici, c'est le détail dans la description de chaque habitant du village. Et c'est ça qui est fascinant. On nous donne tellement de détails. On va savoir combien de pièces d'argent chaque paysan a caché dans ses bobettes. Et bien sûr, à force d'enquête, les joueurs vont découvrir qu'il y a un culte qui vénère une entité lézarde reptilienne. Et on va devoir aller dans le temple caché dans le marais près du village pour mettre un terme à ce sinistre culte maléfique. Ça nous donne un petit peu le ton de c'est quoi une vraie aventure classique vieille école. S'il n'y a pas vraiment d'intrigue. Comprenez, les aventures modernes vont vraiment se concentrer plus sur les intrigues, les relations entre les personnages, vont vous imposer des scènes qui sont cool à faire, mais les aventures vieille école, c'est plus, on va nous décrire en grand détail un lieu, que ce soit un temple, un village, un château, une ruine, puis on va laisser les joueurs créer leur scénario, on va laisser la spontanéité du moment faire apparaître des scènes épiques sans qu'on ait besoin de les imposer. 6e place, une aventure incontournable. Je suis étonné de ne pas l'avoir mis plus haut ou plus bas, de ne pas carrément l'avoir sorti du top, mais c'est la tombe des horreurs de Gary Gygax. La tombe des horreurs, c'est un donjon qui est célèbre pour son haut taux de létalité. C'est ce qu'on appelle un meat grinder. Donc c'est un donjon qui est là pour tuer les personnages. Puis je pense que Gary Gygax l'avait même créé un peu en espèce de blague. Ses joueurs commençaient à trouver que le jeu était trop facile et il a créé la tombe des horreurs pour pas juste leur donner un défi, mais vraiment leur faire un doigt d'honneur. Parce que c'est même pas comme un escape room, il n'y a pas comme des énigmes à trouver où il faut que tu sois vraiment très malin. C'est vraiment des pièges à con. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ennemis non plus, il y a presque pas de monstres à l'intérieur de la tombe. C'est vraiment que des pièges. Il existe une version pour la 5e édition du jeu, de la tombe des horreurs, mais elle est un petit peu moins mortelle que la version originale. Il faut être très conscient de ce dans quoi on s'embarque. C'est une expérience. Moi, j'ai entendu
des histoires d'horreur. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu un cauchemar dans la tombe, qui n'ont pas aimé rouler ce donjon-là, entre les pièges qui sont incompréhensibles, où tu te sens coincé. Tu as l'impression que, parce que tu n'avances pas, tu te dis je vais faire de quoi, puis tu fais quelque chose qui mène à ta mort. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas nécessairement une expérience agréable, mais on vit des émotions, ça c'est sûr. Je pense quand même que c'est un incontournable, puis que ça a créé vraiment toute une école, tout ce qui est vieille école, létalité, de penser avec sa tête de joueur plus qu'avec ses stats de personnage. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se retrouve dans la tombe des horreurs. En 5e place, on a The Red Hand of Doom. Je pense que c'est une aventure qui a été écrite par James Jacobs, qui est allé plus tard travailler pour Paizo, qui est devenu un des lead designers de plusieurs des aventures de Pathfinder qui sont incroyables. L'histoire ici, c'est que c'est vraiment l'aventure pour ceux qui ont envie de vivre le fantasme d'être dans une guerre épique, d'être à la tête de quelques défenseurs contre des vagues d'ennemis pour défendre une petite ville, un petit village. Fait que c'est vraiment un scénario de conflit militaire. On est engagé par un petit village pour défendre les environs. Et on réalise soudainement que cette petite campagne, tranquille, en région sauvage, est peut-être en danger. Il y a de plus en plus de signes qui montrent que les créatures de la région, soit des hobgoblins, sont en train de s'organiser pour un assaut prochain. On apprend aussi les diverses factions au sein de chaque village. Donc, il y a des gens qui sont plus stressés, il y en a d'autres qui sont plus calmes, il y en a qui ne croient pas, il y en a qu'il va falloir qu'on mobilise, il y en a bien sûr qui sont peut-être même à la solde du culte de Tiamat. Fait que c'est super intéressant parce qu'il y a aussi cet aspect politique-là, et bien sûr le climax de tout ça, c'est que les hobgoblins ont un agenda. Chaque jour qui passe, l'invasion s'organise. Et finalement, si on n'est pas capable de briser les rangs du culte avant ces journées fatidiques, ben la horde descend et on doit défendre les villes contre l'attaque. Et là, c'est vraiment bad. Il y a plein de vagues et de vagues d'adversaires à combattre. Tout ça, si vous avez envie de vivre cette expérience-là, ben, je pense qu'il faut vraiment aller s'intéresser à Red Hand of Doom. En 4e place, c'est donc on n'a pas vu encore d'aventure de la 5e édition sur cette liste, mais je pense que je vais insérer mon premier titre de la 5e édition, peut-être le seul, je sais pas. En 4e place, c'est Wild Beyond the Witchlight. Wild Beyond the Witchlight, c'est une aventure qui se déroule dans un carnaval ambulant qui traverse les mondes. Le point d'entrée proposé par le livre, c'est qu'on vient au carnaval parce qu'on y a égaré quelque chose quand on était plus jeune. Ça peut être notre sens artistique, on a perdu notre capacité de lire, on a perdu notre mémoire. Fait qu'il y a plein de petites affaires abstraites qu'on peut avoir perdues et on vient au carnaval pour le retrouver. Et de fil en aiguille, on va tomber dans un lot de mystères, de side quests. On va rencontrer un lot de personnages qui sont super colorés, super funky, parce que c'est des fées. On est vraiment au cœur du monde des fées, où tout est possible, tout est drôle, tout est relativement léger, mais toujours avec une espèce de couche de mystère un peu creepy derrière. J'avais pas encore eu la chance de rouler Wild Beyond the Witchlight quand j'ai fait mon top des meilleures aventures pour la 5e édition. Mais assurément, après l'avoir roulé 2 fois, donc je suis en train de le rouler puis je l'avais roulé en one-shot, certains moments choisis, je réalise que c'est vraiment mon genre d'aventure. Puis je pense que c'est l'apogée de ce que la 5e édition a produit. Comme je vous disais tout à l'heure, la vieille école, c'était vraiment, on va décrire un lieu, mais il n'y aura pas d'intrigue trop. Là, ici, c'est tout le contraire. Il y a plein d'intrigues sur lesquelles tu vas tomber comme joueur, et j'adore ça. Parce que oui, bien sûr, il y a le carnaval qui est super bien décrit. Fait que les émotions des carnavaliers vont vraiment changer. La géographie du lieu vont créer différents événements. Et tu vas bien sûr ensuite mettre le pied dans le Prismir, le monde des fées, puis tu vas rencontrer différentes sorcières avec leur domaine, la reine Zibilina et son château qui est vraiment particulier puis qui est super intéressant à visiter. Je l'ai roulé avec des enfants, puis je trouve que c'est parfait à rouler avec des enfants parce que il y a plusieurs situations que tu peux résoudre avec des items, avec des marchés, que tu peux résoudre avec des jets de compétences. Donc on n'est pas toujours en train de se battre, mais malgré tout, pour ceux qui ont vraiment envie de
tabasser des hors-la-loi lapins ou des dieux ours. Il y a du stock quand même pour ça là-dedans. En troisième position, on a Curse of the Crimson Throne. Là, je sais, il y en a qui vont dire hey, c'est une aventure de Pathfinder, ça, mais Paizo, qui est la compagnie d'édition derrière Crimson Throne, à l'époque, publiait du matériel tiers parti pour Donjon Dragon. Donc, la toute première version de Crimson Throne était pour la 3.5 de Donjon Dragon. Et c'est un Adventure Path. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer sur une aventure qui va vous amener du niveau 1 au niveau 18. T'sais, si tu veux là, partir là, une campagne de 2 ans, là, c'est ce genre de produit-là qu'il faut que tu trouves. En gros, l'histoire, c'est on est tous des habitants de la cité de Corvosa. Et on a tous en commun une haine pour un petit brigand local. On va se réunir autour d'une liseuse de bonne aventure qui va nous prédire un avenir important. Ben, ça va nous mettre sur le chemin d'un destin épique dans lequel on va de fil en aiguille découvrir qu'il y a un mystère qui dort sous la ville de Corvosa, la ville qu'on habite. Mais le premier chapitre se termine dans une émeute après la mort du roi. Le roi est mort soudainement et sa jeune femme prend le pouvoir. Et là, bien sûr, il y a comme tout un lot de factions en ville qui vont essayer de reprendre le contrôle. Ça devient un module qui peut être extrêmement politique. Moi, je le vois vraiment comme un bac à sable, mais urbain. Bien sûr, il y a une trame là-dedans qu'on va suivre, comme tous les Adventure Paths de Pathfinder. On est quand même un peu sur des rails, mais pour un maître de jeu débrouillard, vous avez tellement d'informations pour transformer cette campagne-là en ce que vos joueurs veulent. Puis c'est moi ce que j'ai fait quand je l'ai roulé et c'est resté pour nous une expérience inoubliable. Que ce soit le labyrinthe sous le manoir des Arconas, une espèce de labyrinthe qui pivote, qui tourne et qui change sans arrêt de disposition. Que ce soit Scarwal, le château hanté au bout du monde où il faut se rendre pour avoir des réponses sur le mystère de qu'est-ce qui a été caché dans le château de Corvosa, il y a de cela des centaines d'années. Puis le combat final, bien sûr. On sait jamais qui est le gros Big Bad de ce livre-là. Il y a plein de mésinformations. C'est tellement intéressant, tellement bien fait. Beaucoup de super beaux personnages aussi auxquels mes joueurs se sont attachés. Vraiment le genre d'aventure qui te met ses rails, qui met la table pour un moment inoubliable. En deuxième place, c'est un livre qui a été publié, je pense, pour la 2e édition. Puis c'est dans les Royaumes oubliés. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des Royaumes oubliés. Je trouve ça super intéressant. Et cette aventure-là, How the Mighty Have Fallen, se déroule dans le passé. Donc, pour commencer cette aventure-là, vos joueurs vont avoir besoin de remonter dans le temps. Et l'idée, c'est qu'on retourne dans le lointain passé de Netheril, qui est un empire magique qui a existé il y a de cela 3000 ans, où tout était dirigé par des mages. La magie était tellement puissante que les mages pouvaient lancer sans problème des sorts niveau 10 et faire lever dans les airs les sommets des montagnes, y construire des cités. Les joueurs vont devoir trouver une façon de retourner à leur époque. Mais ce qui est intéressant dans le scénario ici, c'est qu'on est aussi un peu impliqué dans toutes sortes de moments historiques importants. Donc, il y a des rébellions, parce qu'il y a des iniquités sociales vraiment criantes dans ces enclaves magiques contrôlées par un seul mage. Fait que c'est vraiment des tyrannies quand on y pense. Et on va aussi être impliqué peut-être dans le dernier grand sort de Karsus, l'archimage. Karsus est le responsable de la chute de l'empire de Netheril. Il a essayé le fou de lancer un sort niveau 13 qui a temporairement dissipé toute magie du monde. Alors, on va l'aider, peut-être sans savoir, à préparer ce sort-là. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il faut trouver genre comme une vésicule biliaire de Tarasque. Il faut trouver genre un gosier de dragon d'argent. On a plein d'ingrédients à trouver qui nous lancent dans plein de petites side-quests tellement épiques. Je pense que c'est pour niveau 10 à 14. Mais tu sais, c'est vraiment dans le tapis. Si vous avez des joueurs qui connaissent bien l'histoire des Royaumes oubliés, ils vont devoir peut-être être bons joueurs pour pas créer de paradoxes et empêcher Karsus de détruire le monde.
Mais pour les autres, je pense que c'est un univers tellement intéressant à découvrir, tellement flyé, tellement haute magie. Si ça vous intéresse d'avoir des trucs pour la conversion d'une édition à l'autre, moi et mon ami Pierre-Philippe, on en parle dans notre podcast Action Bonus. Fait que vous pourrez aller écouter ça. Peut-être que vous y trouverez quelques informations utiles. Et pour terminer, quel est, selon moi, le meilleur module, la meilleure aventure publiée pour Donjon Dragon? Le numéro 1, Ravenloft, ou La Malédiction de Strahd. Oui, bien sûr, je pense que c'est deux produits très différents. Ravenloft, à la base, était édité pour la première édition du jeu, mais ça a tellement été une bonne trame. Elle a très peu changé d'édition en édition. Et la 5e édition, on a fait un bac à sable, une campagne complète, où on se retrouve en Barovie. Les joueurs sont pris dans un monde parallèle, gothique, un monde d'horreur, un peu romantique, où est-ce qu'on se retrouve dans une espèce de Transylvanie, un peu rêvée, entourée d'un brouillard constant. Les joueurs se retrouvent là après avoir franchi des portes, par hasard dans la forêt, et une fois que tu te retrouves en Barovie, tu ne peux plus sortir. Tu fais partie du cauchemar d'un homme, Strahd von Zarovich, qui est un vampire. Et ce vampire-là est le maître des lieux, et c'est lui qui décide pour tout le monde. Ce qui est intéressant dans le module, bien sûr, c'est qu'on sent la présence de Strahd constamment, on sent qu'on est dans son monde, dans son cauchemar, dans sa malédiction, et qu'on ne peut pas sortir tant qu'on n'aura pas peut-être réglé un peu les problèmes de son passé, ou, bien sûr, tant qu'on n'aura pas peut-être pieuté dans le cœur. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect humain de cette histoire-là. Il y a très peu d'histoires de Donjon Dragon qui s'investissent autant dans l'aspect humain, l'aspect relationnel. Fait que c'est vraiment l'histoire de Strahd qui est en amour avec une femme. Et cette femme-là se réincarne par cycle dans son monde. Et à chaque fois qu'il essaye de la récupérer, de lui avouer son amour, la femme, Tatiana, meurt. Et elle se réincarne et constamment Strahd tente de la reconquérir en vain. Fait qu'il y a cet aspect-là un peu tragique, pathétique, où est-ce qu'on comprend un peu les motivations de Strahd, mais on veut à tout prix l'arrêter, l'empêcher. Irina, qui est la nouvelle incarnation de Tatiana, devient une alliée pour les joueurs. Et les joueurs s'investissent dans son histoire, veulent la sauver, veulent aussi trouver une solution à comment sortir d'ici. Mais, bien sûr, la pièce de résistance, c'est Ravenloft, le château. Certains ont dit que c'était juste un espèce de gros dungeon crawl, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est vraiment une exploration creepy d'un immense château et la carte est incroyable. Déjà, dans le module original de la première édition, la carte était splendide et il y a des choses glauques à découvrir, de l'information sur le passé de Strahd, des secrets sur sa vie, sur son histoire, sur qu'est-ce qui a peut-être créé ce monde-là. Et au final, cet affrontement n'en est que plus satisfaisant de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour le détruire une fois pour toutes, pourquoi il revient encore et encore. Il y a certains aspects du module, bien sûr, ont moins bien vieilli. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais ça prend pas grand-chose pour juste supprimer ces petits moments-là qui sont un peu malaisants, qui ont justement là, certains stéréotypes, certains archétypes qui ont moins bien vieilli. Mais sinon, le reste est vraiment super intéressant. Le tarot! En début de partie, vous tirez au tarot pour découvrir où sont les artefacts qui vont vous permettre de vaincre Strahd. Et vous pouvez rejouer ce scénario-là comme vous voulez. Les artefacts ne seront jamais au même lieu. Vous rencontrerez peut-être pas les mêmes alliés. Et moi, ça, je trouve ça formidable. J'en parle et j'ai envie de le rerouler. Voilà, c'est ce qui conclut donc cette vidéo. Puis bien sûr, c'est très subjectif tout ça. Je sais qu'il y a plein d'autres aventures. Peut-être même avez-vous des suggestions d'aventures pour la première, deuxième, troisième, quatrième édition du jeu. Fait que laissez ça en commentaire. Je vais tout lire ça. Puis on se retrouve bientôt pour d'autres affaires.